Eh bien, bravo pour ce quiz. Et nous allons maintenant parler donc de quelque chose que vous connaissez sans doute, bien sûr, Oedipe et son complexe. Alors, nous arrivons à l'âge de 5 ans. Qu'est-ce que le conflit oedipien? Alors, il s'appuie d'abord sur le mythe d'Oedipe dans la théorie freudienne. Alors, il va s'organiser très simplement, pour être simple dans cette explication, autour du père, de la mère, dans les sociétés construites sur le modèle de la famille nucléaire triangulaire. Ce qui fait que ce conflit oedipien, c'est vrai, s'inscrit surtout dans ce modèle de société. L'aboutissement du développement psychosexuel caractérise effectivement l'arrivée de ce conflit oedipien. Donc c'est un ensemble organisé, conflictuel, inconscient, d'affects, de représentations, de fantasmes, de souvenirs relatifs aux mouvements amoureux et hostiles envers les parents. Dans sa forme positive, le désir amoureux et sexuel pour le parent du sexe opposé, avec dans le même temps souvent une agressivité refoulée envers le parent du même sexe, et dans sa forme inversée, un amour pour le parent du même sexe et une haine pour le parent du sexe opposé. Tout cela, bien sûr, sur un plan inconscient. Mais si l'on observe l'enfant à cet âge-là, et ses préoccupations, et ses questions, et ses attitudes, eh bien, effectivement, nous retrouvons assez facilement ces formes positives ou inversées de l'Oedipe. Alors, quelques étapes historiques. C'est Freud qui, évidemment, a mis en évidence le complexe d'Oedipe. En 1900, il parle de l'Oedipe directement à travers la fonction du rêve. Et puis, petit à petit, il évolue jusqu'à son texte Princeps de 1920, Au-delà du principe de plaisir, où il va mettre en évidence la compulsion de répétition et la mise en évidence de celle-ci dans cette notion de transfert, c'est-à-dire dans cette notion très particulière à la psychanalyse, qui pourra être d'ailleurs discutée à d'autres moments. Ensuite, il va désigner deux facteurs de la situation oedipienne. D'abord, cette triangulation entre le père, la mère, l'enfant, et puis la notion de bisexualité, et notamment de bisexualité psychique, qui va être constitutionnelle de l'individu. Et ça, c'est un point très important. C'est aussi l'ouverture sur les notions contemporaines de la sexualité. Le surmoi est l'héritier du complexe d'Oedipe, donc ce processus de renoncement à la satisfaction des désirs oedipiens qui vont être frappés par l'interdit, ces interdits que nous retrouverons très fréquemment dans les difficultés sexuelles, dans la sexualité adulte, mais surtout dans la sexualité adulte quand elle est barrée, brimée, empêchée, et ces interdits sont très actifs. Enfin, Freud a mis en évidence aussi une autre période qui s'appelle le déclin de ce complexe d'Oedipe vécu par l'enfant, avec une identification aux parents, une intériorisation, plus la mise en œuvre des interdictions, qui va bien sûr poser la question du renoncement à l'amour pour le parent, soit du sexe opposé, soit du même sexe, mais surtout qui va permettre aussi l'entrée dans une période beaucoup plus calme de l'évolution de l'enfant, qui est cette fameuse période de latence. Donc aujourd'hui, la dimension oedipienne est retravaillée par les psychanalystes d'aujourd'hui, et les grands points qui vont pouvoir ressortir, c'est que d'abord, il structure la différence entre les sexes et aussi entre les générations. Il est à la fois une structure, une crise, une organisation qui va se réactualiser plus tard dans la vie de l'individu, et notamment dans sa sexualité. Mélanie Klein, évidemment, a parlé des angoisses précoces. Claude Lévi-Strauss a aussi évoqué cette question de l'Oedipe en montrant que la prohibition de l'inceste est universelle ou quasi universelle.
D'autres psychanalystes, comme Pierra Aulagnier, vont insister sur les interactions primaires dans lesquelles le bébé va recevoir des messages qui vont être issus de la psyché des parents et qui vont préparer sa propre crise oedipienne. C'est-à-dire que l'attitude des parents dans le prégénital va préparer cette période où l'enfant va effectivement être dans une relation particulière avec ses parents. André Green va définir également et distinguer le sujet, l'objet et ce qu'il appelle l'autre objet. Et puis, René Roussillon, à partir de la résolution et de la sortie de la crise oedipienne, eh bien, va parler surtout de l'Oedipe en tant que crise. Il va renvoyer à la figure du couple parental auquel l'enfant est confronté et qui met en place des stratégies relationnelles, imaginaires et symboliques. Par exemple, quelque chose que vous connaissez sans doute tous, l'enfant va chercher à se mettre au milieu du couple parental lorsque celui-ci se ressoude pour une conversation, voire pour un câlin, et puis il va essayer de séparer ses parents. Ou bien il va se rendre à un moment donné insupportable par son attitude. Eh bien voilà, donc tous ces éléments très inconscients chez l'enfant renvoient à cette structuration de l'Oedipe et surtout à cette position triangulaire. Donc cette période de latence, elle est à peu près entre 6 et 12 ans. Entre deux crises, celle de l'Oedipe qu'on vient de voir, et puis cette adolescence dont nous allons parler tout à l'heure. Alors elle est caractéristique aussi, cette période de latence, par une relative tranquillité, relative. Un refoulement souvent des préoccupations sexuelles qui sont beaucoup moins au premier plan, l'apparition de sentiments comme la pudeur, l'édification de digues morales, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, le dégoût, donc une désexualisation et en même temps des préoccupations qui vont être liées à la masturbation, souvent dans un contexte culpabilisant, surtout si effectivement les parents prennent cette position culpabilisatrice. La naissance du roman familial qui va se mettre en place avec des rêveries diurnes, conscientes. Par exemple, beaucoup d'enfants ont ce fantasme d'être un enfant trouvé. Donc il y a une mise en place aussi fantasmatique. Et puis la mise en jeu de la sublimation qui va détourner ces forces pulsionnelles vers des buts totalement différents. Par exemple, la curiosité culturelle, artistique, la recherche intellectuelle, les amis, le côté relationnel qui se développe beaucoup à cette époque-là, entre 6 et 12 ans. Et puis, les sentiments de tendresse vont prédominer sur la dimension érotique que nous avons vue très présente depuis la naissance. Enfin, l'enfant va s'approprier une position réflexive et donc sa capacité d'abstraction symbolique va se mettre en place. C'est la période des apprentissages sociaux, c'est la période aussi de l'autonomisation et de l'organisation extrafamiliale. Et cette autonomie, qui est une des valeurs de la santé sexuelle, va prendre naissance, en tout cas va s'organiser à ce moment-là. Alors, la grande question, est-ce que tout se rejoue à l'âge adulte? La dimension fantasmatique est un des organisateurs fondamentaux de la sexualité humaine. Nous parlons beaucoup de fantasmes dans la vie courante et dans le langage courant. Nous parlons là surtout de fantasmes inconscients qui vont jouer un rôle fondamental dans la sexualité de l'enfant, mais aussi celui de l'adulte, et qui va concerner l'origine du sujet, sa sexualité, mais surtout la structuration de son désir. Ils peuvent apparaître alors sous forme consciente de rêveries diurnes, des fantasmes, mais aussi inconscientes dans le rêve nocturne. Évidemment, il y a ce fameux fantasme de la scène primitive qui va concerner les rapports sexuels entre les parents et qui reparaît souvent à l'âge adulte avec cette difficulté de se représenter cette sexualité parentale. Les fantasmes de castration, nous en avons parlé tout à l'heure,
avec l'angoisse et la menace qui va être liée au franchissement des limites. Et puis aussi, un autre fantasme, celui de séduction, qui va toujours tenter de mettre en articulation cette sexualité infantile et puis la sexualité adulte. Et nous retrouvons ces fantasmes de séduction souvent très actifs dans la sexualité adulte. Et quand le fantasme de séduction est très présent et très proactif à l'âge adulte, eh bien, ça peut aussi bloquer le développement de la maturité sexuelle, puisque ce sont souvent des personnes qui restent uniquement bloquées sur cette dimension séductrice et ne peuvent pas vraiment installer une sexualité de relation dans le long terme. Et puis, nous pouvons aussi citer ce mythe de l'enfant intérieur et du fripon divin. C'est Jung qui a mis en évidence cette figure du fripon divin qui est tout à fait passionnante puisque c'est à la fois un personnage extrêmement vivant, qui est extrêmement aussi sexuel, mais en même temps qui intègre toute la dimension spirituelle de la sexualité. Alors nous avons vu que à travers cette méthode freudienne, cette lecture psychanalytique de la sexualité infantile, eh bien nous sommes face à une sexualité qui se construit. Il y a aussi des critiques, bien sûr, de ces théories. Et nous allons voir quelles sont ces critiques. Notre connaissance de la sexualité de l'enfant, ne serait-ce que par l'observation clinique, doit se dégager de cette fixité de la théorie, mais va rester une grille de lecture et une trame pour la sexualité adulte. Alors, elle va être intéressante à partir du moment où on intègre l'importance de l'altérité, donc de la relation. Elle va être utile quand on se dégage évidemment de la vision phallocentrique de Freud, et notamment dans ce qui concerne la sexualité féminine, puisque nous sommes totalement sortis de cette vision freudienne complètement archaïque de la sexualité féminine. Elles vont être intéressantes aussi si on pense à l'importance de cette phase pré-œdipienne dans la sexualité adulte, et notamment que, effectivement, cette construction se fait de façon très précoce dans le rapport au corps et à la sensualité, et on s'aperçoit qu'effectivement, dans les troubles de la sexualité ou dans les difficultés sexuelles, eh bien, lorsqu'il y a des failles de construction de cette sensualité, c'est une vraie difficulté à surmonter pour beaucoup d'individus. Et puis, la mise en évidence des points de fixation qui vont être parfois la source de pathologies sexuelles, mais aussi de paraphilie. Alors, quelle va être l'influence de la sexualité de l'enfant sur la sexualité adulte? Alors, on peut dire que déjà la sexualité adulte est le résultat d'une construction à la fois consciente dans la transmission parent-enfant, parent au sens large, c'est-à-dire parents et environnement, qu'elle va être liée à l'éducation et à l'information, où la place de la parole va être primordiale, qu'elle va être liée aussi aux différentes étapes de l'évolution infantile qui vont être plus ou moins bien intégrées, plus ou moins bien dépassées, qu'elle va être liée aussi aux expériences vécues, et notamment au trauma, évidemment, au traumatisme, qui peuvent jalonner la vie d'un enfant, et aussi le lien très important à la construction de l'image du corps, à l'intégration progressive des sensations corporelles, qui vont faire ensuite le lit de la sensualité, de l'érotisation du corps et de la sexualité. Quels sont donc les symptômes sexuels que l'on pourra retrouver à l'âge adulte lorsqu'il y aura eu des fixations, des régressions, des failles, des difficultés de construction? Eh bien, chez la femme, nous allons retrouver des symptômes comme le vaginisme, très fréquent, beaucoup plus fréquent qu'on ne pense, c'est-à-dire une impossibilité d'avoir un rapport sexuel par une hypercontraction involontaire des muscles du vagin, des anorgasmies, des difficultés d'orgasme
d'accessibilité au plaisir, des douleurs à la pénétration, des douleurs au rapport sexuel, des troubles du désir et des troubles du plaisir. Chez l'homme, nous retrouverons des dysfonctions érectiles, surtout des dysfonctions érectiles secondaires, c'est-à-dire après un bon fonctionnement érectile, eh bien, cet homme a tout à coup une difficulté qui s'installe, qui va évidemment peut être en lien aussi avec la physiologie et la biologie. Des problèmes d'éjaculation rapide, qui sont extrêmement fréquents, en particulier chez l'homme jeune, d'anéjaculation ou d'éjaculation retardée, mais aussi des troubles du désir de plus en plus fréquents chez l'homme et des troubles du plaisir. Les paraphilies, qui peuvent être aussi des déviances très invalidantes pour les individus et qui peuvent être aussi souvent très ancrées dans l'histoire du sujet, justement par fixation. Prenons par exemple le cas du fétichisme qui finalement réduit considérablement la dimension relationnelle et érotique de celui qui vit cette déviance ou cette paraphilie. Chacune de ces préoccupations, de ces difficultés, de ces plaintes ou de ces pathologies, suivant les degrés, peuvent avoir donc une origine dans la construction infantile de la sexualité. Ils peuvent être primaires ou secondaires. Primaires s'ils sont de tout temps, depuis le début de l'activité sexuelle, ou secondaires s'ils arrivent en cours de vie après une activité sexuelle, une fonctionnalité sexuelle correcte. Il convient donc de faire une évaluation de la construction de la sexualité, et ça c'est le rôle du sexologue, de faire cette évaluation à la fois bio, psycho, socio, environnementale de cette construction de la sexualité et de mesurer les impacts de celle-ci, de cette sexualité infantile, sur la sexualité adulte. Nous sommes maintenant dans l'étape de notre quiz et je vous laisse répondre à ces questions.